Je vous propose de commencer. Et avant de passer la parole à nos deux co-rapporteurs, je voulais vous donner l'information, puisque nous avons eu une réunion de bureau de la commission hier. J'ai proposé un certain nombre d'auditions suite aux différents mails qu'on vous avait envoyés, donc un certain nombre d'auditions qui auront lieu à partir de septembre, ainsi qu'un certain nombre de déplacements. Donc comme ce programme est validé, on va le mettre en forme, en tout cas au niveau administration, puis on vous donnera les dates. Et sur ma proposition, on a retenu l'idée de lancer 2 nouvelles missions d'information. Donc là, c'est la 4e qui vient de se clore, qui va se clore dans quelques instants. Il y en a 2 qui sont en cours, une sur le franco-britannique et l'avenir de la filière missilière, une sur l'évaluation du dispositif Thémis, qui est la lutte des discriminations dans les armées. Et je vous propose d'en lancer 2 autres à partir du mois de septembre. Une sur les blessés de guerre, thématique. Et donc, pour le groupe La République En Marche, la co-rapporteure sera Anissa Keder, qui va nous rejoindre. Et une sur la dimension militaire de l'espace, où là aussi, le co-rapporteur pour La République En Marche sera Stéphane Trompil, qui va nous rejoindre, il est dans le train. Donc voilà, donc j'ai demandé au groupe de nous donner, avant le mois de septembre, qu'on les lance le plus rapidement possible, déjà qu'il y ait un des groupes de position qui prennent les co-rapporteurs pour chacune de ces missions, et que chacun des groupes soit présent dans ces 2 missions qui sont importantes pour les conclusions que nous pourrons en tirer. Voilà, mes chers collègues. Bon, ceci étant dit, place à vous deux. Alexandra, Bastien, pour qui est-ce qui commence pour ce rapport? Bon, eh bien, Alexandra, vas-y. On t'écoute. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous remercier, Monsieur le Président, de nous avoir permis justement de pouvoir faire ce rapport dès le début, quelque part, j'allais dire, de notre mandat. Et je voulais en profiter également pour remercier les 2 administrateurs, donc Benoît et Marie-Pierre, pour le travail et la patience dont ils ont fait preuve à nos côtés. Voilà. Marie-Pierre, elle arrive. Alors, demain, est-ce qu'une succession logique de 0 et de 1 au sein d'un code informatique binaire pourra provoquer autant de dégâts qu'un missile de croisière navale ou qu'un obus tiré d'un canon César en rendant inutilisables des équipements et des matériels et des infrastructures militaires? Est-ce qu'un virus aux effets systémiques, par la désorganisation massive qu'il provoquera, pourra aboutir à la mort d'êtres humains, y compris de civils? Comme le souligne la revue stratégique de cyberdéfense publiée par le SGDSN, il est probable qu'une attaque informatique consistant en des actes de blocage ou de sabotage des systèmes d'informatique aura un jour des conséquences létales. Ce qui, hier encore, pouvait relever de la science-fiction apparaît dorénavant comme une éventualité stratégique à prendre en considération en termes de doctrine militaire, de conduite des opérations et plus globalement d'organisation de la protection et de la résilience de l'ensemble de la société. L'intérêt et la compétence de notre commission pour le sujet cyber sont évidents et légitimes. Les fondements de notre système de cyberdéfense ont majoritairement été posés dans le cadre des différentes LPM adoptées depuis 2009. La LPM 2019-2025, qui devrait être promulguée dans une dizaine de jours, ne fait d'ailleurs pas exception. Un chapitre spécifique y est consacré. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je formulerai 2 remarques liminaires de méthodologie. Tout d'abord, notre rapport ne prétend pas à l'exhaustivité, ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le cyber est par nature une réalité globale, qui touche, pour ainsi dire, tous les champs de l'activité sociale. Il dépasse donc le champ de la compétence d'une seule commission. Deuxièmement, c'est un domaine en perpétuelle évolution. Son analyse n'est donc pas et ne sera donc jamais achevée ni exhaustive. Troisièmement, la revue stratégique de cyberdéfense a déjà dressé un panorama très complet de la question et il est évidemment inutile de doubler le travail qui a déjà été effectué dans ce cadre. Enfin, il faut rester conscient du fait que les travaux menés dans ce domaine se heurtent rapidement à l'obstacle du secret de la défense nationale. En matière cyber, comme en matière de renseignement par exemple, tout n'est pas lisible et encore moins publiable. Je vous laisse imaginer la situation lorsqu'un même service cumule compétences en matière de renseignement et en matière cyber. Si toutes nos questions n'ont pas pu trouver réponse du fait de ce nécessaire secret, nos interlocuteurs ont toujours fait preuve de la plus grande ouverture possible et permis d'éclairer nos travaux. Ils n'ont pas hésité à nous faire part d'éléments certes non couverts par le secret, mais néanmoins sensibles et nécessaires à la compréhension du sujet. Nous ne pouvons évidemment pas en faire état, mais nous tenons à souligner l'excellent état d'esprit de nos interlocuteurs et à les en remercier.
La seconde précision méthodologique est que notre rapport n'a pas vocation à constituer le guide de référence du parfait cyberattaquant ou du parfait cyberdéfenseur. Nous ne sommes donc pas entrés dans les considérations trop techniques, puisqu'il n'est pas de notre vocation et que tel n'est pas l'intérêt de ce travail. Ce rapport était fait au nom de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Nous nous sommes attachés plus particulièrement aux problématiques intéressant la défense. Mais pas exclusivement toutefois, puisque le cyber irrigue tous les domaines et brouille les frontières traditionnelles entre les États, les acteurs et entre les secteurs. La cyberguerre, au sens d'un conflit mené exclusivement dans le cyberespace, avec l'emploi des seules armes cyber, n'est sans doute pas une réalité opérationnelle, du moins pas encore. Mais il n'y aura plus demain de conflit sans dimension cyber. Le cyberespace est un espace qui n'est ni en guerre ni en paix, mais en état de tension permanente. Un tel constat exige de ce fait une organisation et une mise en place de politiques et d'actions à la fois spécifiques et globales de la part des pouvoirs publics. Nous n'allons pas abuser de votre patience avec de longs rappels sur l'organisation de la cyberdéfense en France, sur l'état de la menace ou sur les dernières cyberattaques massives qui ont eu lieu un peu partout dans le monde. Nous allons aborder ces sujets à l'occasion de la LPM et vous trouverez de longs développements consacrés à ces différents aspects dans le rapport écrit. Nous allons simplement revenir sur un certain nombre de points qui nous semblent importants avant de vous présenter nos principales observations et recommandations. Tout d'abord, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la cyberdéfense ? Le sujet étant assez technique, il semble nécessaire de définir quelques notions au préalable. Vous trouverez plusieurs définitions dans la version écrite du rapport. Dans le cadre de cette présentation, je n'en rappellerai que 2. La cyberdéfense comprend l'ensemble des mesures techniques et non techniques permettant à un État de défendre dans le cyberespace les systèmes d'information jugés essentiels. Il ne faut pas la confondre, comme on le fait souvent, avec la cybersécurité. En résumé, celle-ci est l'état recherché pour un système d'information lui permettant de résister à des événements issus du cyberespace et susceptibles de le compromettre. J'en viens maintenant à la définition du cyberespace. Elle sera un peu plus longue. Cela peut sembler évident, mais un tel rappel est important. Le cyberespace est un milieu artificiel créé par l'homme. Il ne s'agit pas d'un milieu naturel comme les milieux traditionnels. C'est aussi un milieu abstrait et global, sans consistance physique. Il ne connaît ni limites, ni réalité ou caractéristiques géographiques physiques. Il ne connaît pas non plus de frontières politiques ou juridiques qui permettraient, d'une part, d'en délimiter précisément les contours et, d'autre part, de le subdiviser pour en rattacher les différentes composantes à chaque État ou à aucun d'entre eux. Le cyberespace est également un espace mouvant qui est en récréation constante. Il n'existe pas de carte du cyberespace, de ses continents et de ses limites. De fait, le cyberespace et les conflits qui s'y déroulent sont à repenser en permanence. En dépit de ses caractéristiques, ou grâce à elles, le cyberespace constitue un nouveau théâtre d'opération potentiel, au même titre cette fois que les espaces traditionnels. Des acteurs étatiques ou non étatiques y agissent et l'utilisent pour atteindre des buts politiques en exploitant toutes les possibilités offertes par ce nouveau milieu. De ce point de vue, le cyberespace ne diffère pas fondamentalement des 4 autres milieux. Et les actions qui y sont menées ne se distinguent pas, dans leur nature, des actions traditionnellement conduites, en particulier par les États. Espionnage, sabotage, déstabilisation. Enfin, le cyberespace est un espace global qui, en s'y superposant et en les englobant, contient les espaces traditionnels. Comment le cyberespace est-il structuré ? Comme le monde physique, il n'est pas homogène. Il se compose de 3 couches distinctes qui font l'objet d'une régulation plus ou moins poussée. On trouve d'abord la couche physique. En effet, même le cyberespace n'est pas totalement abstrait. Cette couche comprend globalement 2 types de matériel. D'une part, l'ensemble des infrastructures qui permettent l'acheminement et l'échange des données au sein du cyberespace, y compris les lieux de stockage de l'information. Il s'agit des serveurs, des câbles sous-marins ou encore des réseaux de fibres optiques terrestres. On y trouve, d'autre part, les appareils terminaux que nous utilisons quotidiennement. Ordinateurs, téléphones, tablettes numériques, objets connectés, systèmes électroniques, etc. La couche physique du cyberespace peut être territorialisée juridiquement. S'agissant d'éléments physiquement situés sur des espaces donnés, ces différentes infrastructures et la couche qui les regroupe font l'objet d'une régulation et sont soumises à différents niveaux de législation et de juridiction, tant nationales qu'internationales. La couche physique et ses éléments peuvent être la cible d'actes malveillants, soit via le cyberespace, soit par des moyens tout à fait conventionnels et classiques. Endommagement, altération, destruction, neutralisation, perturbation du fonctionnement, etc. La deuxième couche du cyberespace est la couche logique.
Elle comprend l'ensemble des programmes qui permettent d'accéder aux différents réseaux du cyberespace, de les exploiter, d'assurer le transport des données, etc. Il s'agit des différents protocoles, langages et autres logiciels mis en œuvre dans le cyberespace. C'est cette couche qui constitue classiquement la cible des menaces cybernétiques, car elle est relativement facile d'accès. Par ailleurs, ces éléments présentent par nature des vulnérabilités. Il peut par exemple s'agir d'une erreur dans le code informatique d'un équipement qui constitue alors une faille. À titre d'exemple, on estime en moyenne qu'une erreur se présente toutes les 1000 lignes de code. Pour donner un ordre d'idée du nombre de failles potentielles, qui peuvent être d'importance et de gravité très diverses, Google et l'ensemble des projets associés représenteraient 2 milliards de lignes de code. Facebook, plus de 60 millions. Une Frame, plusieurs millions de lignes de code. Dans la couche logique, le code constitue à la fois la vulnérabilité et le principal levier d'action, précisément pour exploiter les vulnérabilités adverses. L'attaquant est alors à la recherche de failles de sécurité susceptibles d'être exploitées. Les plus valorisées sont les failles dites zero day. Il s'agit des vulnérabilités affectant un système inconnu de leurs concepteurs, qui n'ont jamais encore été identifiés ni répertoriés, qui n'ont jamais fait l'objet d'une publication et dont la communauté de la sécurité informatique n'a donc pas connaissance. Elles confèrent donc à leurs découvreurs un avantage tactique certain, du moins jusqu'à ce qu'une fois dévoilés, des correctifs leur soient apportés. Troisième et dernière couche, la couche cognitive. Il s'agit de la couche du sens et du contenu visible sur les différents sites et pages Internet, dans les systèmes de messagerie électronique et les réseaux sociaux. Si les deux premières couches sont des couches techniques, la couche cognitive est celle de la valeur sociale et intellectuelle qui constitue le cœur du cyberespace. C'est une couche par essence ouverte et globale, impossible à réguler, totalement compte tenu de son étendue et de sa nature. Sans même évoquer le dark web, on estime qu'il existe plus d'1,8 milliard de sites Internet représentant plus de 4,5 milliards de pages. Chaque minute, 400 heures de vidéos sont téléchargées sur la plateforme YouTube. 216 millions de photos sont aimées sur Facebook et 350 000 tweets sont publiés sur Twitter. L'étendue de cette couche emporte un grand nombre de vulnérabilités associées, chaque élément pouvant être exploité, transformé, détourné par un acte malveillant. Nous en avons encore eu la preuve à l'occasion de grands rendez-vous démocratiques récents. Je pense aux cyberattaques subies par le Democratic National Committee lors de la campagne présidentielle américaine en 2016 ou à celles qui ont ciblé le site Internet du mouvement En Marche lors de la campagne présidentielle française en 2017. C'est sur cette couche que se déploie l'information, mais également la désinformation, les activités de propagande ou encore les rumeurs et autres fake news. Si de telles réalités sont anciennes, la numérisation et l'interconnexion des sociétés permettent la production et la diffusion des contre-vérités à l'échelle industrielle. Je souhaiterais maintenant présenter les spécificités du milieu cyber comme espace de conflit d'un point de vue de la défense nationale. Le cyberespace écrase les distances et le temps. Nous l'avons souligné, le cyberespace ne connaît pas de frontières. Il n'existe pas de cyberespace français dont la violation constituerait une atteinte. Aussi, pour reprendre un terme militaire, il n'y a pas de front dans le cyberespace, ou alors il s'agit d'un front global. De fait, l'espace cyber pousse à l'extrême la disjonction entre d'une part la présence physique d'un acteur et le lieu de désenclenchement de son action, et d'autre part les effets de cette action. Inversement, une attaque ciblée, a priori, peut, du fait de l'interconnexion des différents acteurs, également toucher une victime collatérale. Tel fut le cas pour la société française Saint-Gobain, victime indirecte mais bien réelle d'une cyberattaque, la NotPetya, qui ciblait l'économie ukrainienne en 2017. Le groupe français a ainsi été touché par le biais d'une filiale située dans ce pays, laquelle utilisait un logiciel de comptabilité dont la mise à jour avait été piégée et qui a servi de canal à la dissémination du virus. Par ailleurs, le cyberespace offre une protection naturelle aux auteurs d'actes malveillants. Un attaquant situé dans un pays donné peut parfaitement déclencher son action à partir d'un équipement situé dans un pays tiers, voire effectuer de multiples rebonds afin de masquer la véritable origine de l'attaque. C'est l'une des difficultés à laquelle se heurtent les autorités et services chargés d'attribuer une cyberattaque. Nous y reviendrons plus tard avec Bastien et plus largement dans notre rapport. En s'affranchissant de l'une des barrières les plus contraignantes qui soit, la distance et donc le temps, l'attaquant dispose dans le milieu cyber d'un avantage stratégique non négligeable, l'effet de surprise. Le temps est un autre facteur classique, déterminant dans les espaces traditionnels de conflit. Là encore, le cyberespace s'en distingue, puisque la dimension temporelle devient secondaire. Une cyberattaque peut présenter un caractère foudroyant. En une seule commande, en un clic de souris, un attaquant peut obtenir de manière quasi instantanée l'effet recherché, corruption d'un système, défiguration, blocage ou encore déni de service.
Toutefois, si la transmission des ordres informatiques se caractérise par sa rapidité extrême, l'action cybernétique peut également favoriser le temps long. Certaines formes de corruption de systèmes, notamment les bombes logiques, peuvent en réalité être présentes dans ces systèmes pendant de longues périodes avant d'être désenclenchées ou se déclencher de manière automatique. Par ailleurs, les attaques informatiques nécessitent une phase de préparation parfois longue afin d'analyser la cible de la manière la plus fine possible. Après le désenclenchement de l'attaque, les phases d'intrusion au sein d'un système puis d'exploitation de celui-ci peuvent également nécessiter du temps, surtout si l'architecture du système visé est complexe. À titre d'exemple, la cyberattaque qui a affecté TV5 Monde s'est déroulée sur près de 3 mois entre l'intrusion dans les réseaux de la chaîne et la production des effets de l'attaque. Enfin, l'attaquant ne cherche pas systématiquement à conférer une publicité de son acte, car l'efficacité de certaines atteintes repose au contraire sur le caractère indétectable de celles-ci. On pense notamment au vol des données. Le cyberespace permet par ailleurs un certain nivellement des rapports de force. Cela tient d'abord de la relative facilité d'accès aux technologies cyber. Alors qu'il est assez malaisé de se procurer des armes classiques, compte tenu de l'existence de régimes de régulation et d'interdiction, l'accès aux potentielles armes cyber est relativement ouvert. Par ailleurs, même rustique, un programme malveillant, répliqué des centaines de milliers de fois, peut produire des conséquences massives. Soulignons enfin la disproportion entre la taille d'une arme cyber et ses effets. On estime ainsi que le virus Stuxnet, qui a affecté le fonctionnement de certains sites nucléaires iraniens en 2010, pesait entre 500 kilooctets et 1 mégaoctet selon les versions, ce qui est l'équivalent d'une simple photographie numérique de qualité raisonnable. En second lieu, ce nivellement est la conséquence d'une imbrication entre les milieux civils et militaires qui brouille la ligne de partage traditionnelle des conflits. Dans le cyberespace, le rapport entre cibles civiles et militaires s'inverse puisque les premiers représentent la norme. Elles sont du reste comparativement moins bien protégées que les secondes et constituent à cet égard des cibles de choix pour les attaquants. Or, même ciblées sur des éléments exclusivement civils, des atteintes peuvent mettre en danger le fonctionnement normal d'une société, voire le survie de la nation. Le cyberespace génère donc une confusion entre les sphères civiles et militaires, à rebours de la pensée stratégique traditionnelle et des régimes juridiques applicables au conflit. En effet, ceci repose sur une distinction claire, même s'il n'est pas toujours respecté en pratique entre ces deux champs. Troisième spécificité, l'attribution d'une cyberattaque est très complexe. Pour faire usage de la force de manière légitime, adaptée et proportionnée à l'égard d'un agresseur, il convient de l'avoir préalablement identifié et d'être en mesure de lui imputer de manière certaine l'acte qui justifie l'action exercée en retour. Or, dans le cyberespace, l'attribution s'avère particulièrement difficile, ce qui complique singulièrement les capacités de réponse à une cyberattaque. Plusieurs régions l'expliquent. Les actions malveillantes menées dans ce milieu font très rarement, voire jamais, l'objet d'une revendication. Par ailleurs, l'attaquant originel, s'il peut être identifié, n'est pas nécessairement le commanditaire de l'action. On l'a dit, rares sont les attaques directes déclenchées à partir d'un point A pour affecter immédiatement et sans détour un point B. Les cyberattaquants s'efforcent de faire rebondir leurs attaques de serveur en serveur et de pays en pays afin de masquer leurs traces. Au-delà des victimes expressivement ciblées, une cyberattaque peut également affecter des victimes collatérales que l'attaquant ne cherchait pas spécifiquement à atteindre. Le cyberespace offre à ses acteurs un degré d'anonymat sans équivalent et remonter la chaîne d'anonymisation représente un défi majeur. C'est d'autant plus vrai s'agissant des entités, groupes ou individus qui agissent non pas sur les réseaux ouverts, mais sur le dark web. Les effets de certaines attaques peuvent se déclencher longtemps après la pénétration effective du système. Il convient toutefois de souligner un aspect essentiel. Au-delà des aspects purement techniques, la décision d'attribuer une cyberattaque relève en dernière analyse d'une appréciation et donc d'une décision de nature politique. Plutôt que sur des certitudes absolues et des preuves irréfutables, une telle décision s'appuie sur un niveau suffisamment bas d'incertitude, sur un faisceau d'indices à la lumière desquels l'autorité politique prend la responsabilité d'attribuer un acte. Contrairement à d'autres pays, les États-Unis, le Royaume-Uni par exemple, la France n'attribue jamais officiellement les cyberattaques qui pourraient la cibler. Comme l'affirmait Napoléon de manière particulièrement imagée mais très pertinente, en guerre comme en amour, pour en finir, il faut se voir de très près. Or, le cyberespace empêche précisément de voir distinctement son adversaire. L'anonymat n'y est pas absolu et toute action numérique peut finir par être tracée. Mais les délais nécessaires pour lever cet anonymat et obtenir la parfaite traçabilité d'une action peuvent s'avérer incompatibles avec la conduite d'une action de représailles s'étalant sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Une conséquence majeure
de cette difficulté d'attribution et de rendre partiellement inopérants les mécanismes de défense collective existants, l'article 51 de la Charte des Nations Unies, l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, l'article 42-7 du traité sur l'Union européenne. Vous trouverez dans le rapport écrit des développements à ce sujet. Nous ne reviendrons pas sur les mesures qui ont déjà été prises en matière de cyberdéfense ces dernières années. Là aussi, vous trouverez tous les éléments nécessaires dans le rapport publié. Nous allons maintenant vous faire part de nos principales réflexions que nous avons choisi de présenter autour d'une grande recommandation de principes et de 6 grands thèmes. Nous les exposons en toute modestie compte tenu du caractère global et extrêmement mouvant de la question. Notre recommandation de principe est l'élaboration d'une loi cyber à l'image de la loi informatique et liberté de 1978 ou encore de loi bioéthique. En effet, le caractère global de la question cyber justifie, d'une part, une analyse approfondie et complète du sujet à l'échelle de notre pays, et d'autre part, la mise en place d'un cadre global et adapté au-delà des dispositions qui ont été élaborées jusqu'alors et qui ne concernent qu'un nombre réduit d'acteurs très spécifiques à l'image des OIV. Une telle loi permettrait d'établir à l'échelle nationale une cartographie précise des vulnérabilités et des besoins, d'évaluer les ressources financières, matérielles et techniques nécessaires et de déterminer les politiques à mettre en œuvre, qu'il s'agisse de politique industrielle, de recherche ou encore d'adaptation du cadre juridique. Comme les lois bioéthiques, cette loi cyber pourrait faire l'objet d'un suivi et de mise à jour régulière. Un comité consultatif national du cyber non permanent pourrait être créé. Il serait chargé des travaux préparatoires à la révision de la loi cyber. À l'issue du processus de révision, le suivi du texte pourrait être assuré par des structures existantes, comme par exemple l'ANSSI. J'en viens maintenant à la première série de recommandations qui visent à nous permettre de recouvrer notre souveraineté numérique. Certaines rejoignent les observations qu'ont pu faire nos collègues Beicht et Gassilou à l'occasion de leur rapport sur la numérisation des armées. Nous pensons avant tout nécessaire de créer des espaces de stockage souverains qui permettraient de rapatrier et de stocker nos données sur des territoires sous juridiction nationale ou européenne. Car les données stockées à l'étranger ne bénéficient d'aucune garantie quant à leur sécurité. Par ailleurs, certains États prétendent à l'application extraterritoriale de leur législation. C'est le cas du droit américain. Ainsi, des données stockées hors des États-Unis, mais sur des serveurs appartenant à des sociétés américaines, ne peuvent pas être considérées comme totalement sécurisées. Il convient donc de développer des espaces de stockage à distance, en cloud, ou des centres de stockage en dur. Nous sommes bien conscients que le cloud souverain ne constitue pas l'alpha et l'oméga de la sécurisation des données. Il reste toutefois un levier puissant à ne pas négliger, pour peu que l'on tire des leçons des échecs du passé dans ce domaine. L'utilisation de ces solutions souveraines pourrait être rendue obligatoire pour certains acteurs, personnes publiques, OIV, entreprises de la BITD. Un travail préalable de classification des données, dont une partie seulement a vocation à être stockée dans un espace souverain, devra impérativement être effectué en amont. Cette évaluation de la nature des données et du niveau de protection requis est le gage de l'efficacité et au final de la viabilité des solutions qui seront proposées. Ces solutions souveraines seraient aussi ouvertes aux autres acteurs, qui pourraient se voir délivrer un certificat par l'ANSSI qui attesterait du degré de sécurisation de leurs données. Un tel certificat pourrait même constituer un critère de valorisation des offres dans le cadre de l'attribution de marchés publics, sous réserve bien évidemment du respect de la réglementation européenne applicable et du Code des marchés publics. Sans se fondre dans un cloud transnational, des solutions nationales adoptées par la France et d'autres pays de l'Union européenne devront ouvrir la voie à un second niveau de stockage souverain à l'échelle européenne. Celui-ci assurera un haut degré de protection aux données éligibles qu'il conviendra de définir. Au-delà de la question du stockage, il est également nécessaire de disposer d'une certaine maîtrise de l'ensemble de l'écosystème numérique. Cela passe notamment par l'existence de solutions techniques alternatives, nationales et européennes, dans le domaine des logiciels et des composants, y compris grand public, moteurs de recherche, systèmes d'exploitation, logiciels de bureautique. Car à l'heure actuelle, ces secteurs restent dominés par des monopoles ou quasi-monopoles non européens, qui sont soit américains, soit chinois. De telles solutions permettraient de réduire notre exposition au risque numérique. En effet, certains logiciels et composants peuvent parfaitement être piégés à la source, intentionnellement ou non, et constituer des backdoors ou portes dérobées qui sont autant de vulnérabilités potentielles. Par ailleurs, ces outils participeraient au renforcement de la souveraineté industrielle européenne, voire nationale. À cet égard, à côté de l'Europe du cloud, l'Europe du logiciel pourrait constituer un projet concret et fédérateur.
Deuxième thème, le renforcement de la résilience de l'ensemble des acteurs. Si certaines administrations sont particulièrement conscientes des enjeux et des risques, par nécessité comme par culture, tel n'est pas forcément le cas de toutes. Or, un attaquant ciblera plus volontiers les maillons les plus faibles d'une chaîne si cela lui permet d'atteindre par répercussion les plus forts. C'est pourquoi il semble indispensable de petit 1, durcir les dispositifs de prévention et de protection de l'ensemble des autorités publiques nationales, mais également de diffuser plus largement une culture et une conscience du risque cyber au sein des administrations par des actions de formation, de pédagogie et de prévention. Le même constat et les mêmes conclusions s'imposent s'agissant des collectivités territoriales. Cela vaut notamment pour les collectivités les moins importantes. Un premier travail pourrait être mené avec les actions représentatives, Régions de France, Assemblée des départements de France, Association des maires de France, Association des petites villes de France. Les acteurs économiques, en particulier les PME et les ETI, doivent également être mieux accompagnés. Cela passe d'abord par une évolution des mentalités. La protection contre le risque cyber ne doit pas être vue uniquement comme une contrainte et une charge financière. En réalité, elle contribue à la performance économique globale. Elle doit être considérée comme un investissement et une assurance qui permettent notamment de prévenir le risque de réputation en cas d'attaque réussie. Le degré de cyberprotection constitue en définitive un avantage compétitif pour une entreprise sur son marché national comme à l'export. Une telle prise de conscience est d'autant plus importante que l'usine 4.0 intégrera massivement les technologies numériques dans ses processus de fabrication et sera par nature à risque. Afin de répondre à un certain nombre de ces enjeux, notamment s'agissant des petites collectivités et des PME, nous pensons que le réseau régional de l'ANSSI devrait être renforcé. Actuellement, un délégué de l'ANSSI doit être présent dans chacune des 13 régions métropolitaines. Cela semble insuffisant au regard des enjeux. Par ailleurs, ce réseau n'existe que dans l'Hexagone. Aucun délégué ne représente l'ANSSI dans les Outre-mer. Il serait nécessaire pour nous, à terme, d'y remédier. Enfin, les citoyens eux-mêmes doivent évidemment prendre davantage conscience du risque cyber. Chacun, à son niveau, doit être acteur de sa propre cybersécurité et participer ainsi à la résilience globale. C'est pourquoi il importe d'éveiller tous les citoyens à la cyberhygiène. Nous suggérons plusieurs pistes de réflexion dans ce domaine dans notre rapport. Nous préconisons ainsi la création d'une nouvelle filière menant à l'obtention d'un CAPES d'enseignement numérique dont les titulaires formeraient les élèves par le biais d'enseignements spécifiques. Cet enseignement à part entière comprendrait, outre celui de la matière informatique, un éveil à la cyberhygiène ainsi que l'enseignement des langages informatiques et de la programmation. Au-delà de son bien fondé intrinsèque, cet enseignement aurait l'avantage de développer des compétences transverses, dont par exemple la capacité d'analyse, la logique et la résolution de problèmes. Il permettrait également de démystifier la matière et d'attirer plus de filles vers les métiers du numérique qui demeurent aujourd'hui majoritairement masculins. Des initiatives sont également envisageables à destination des citoyens consommateurs et utilisateurs de technologies. Alors que les enfants disposent de leur premier téléphone mobile à l'âge de 11 ans en moyenne, nous pensons que l'emballage et la notice d'utilisation de chaque produit technologique et numérique grand public devraient être complétés par une liste des principaux risques et mises en garde associés à leur usage. Notre troisième série de recommandations vise à consolider une base industrielle et technologique de cyberdéfense. Car le cyber irrigue évidemment le champ de la conception, de la production et de la maintenance des systèmes d'armes et équipements qui ont vocation à être opérés par les armées. Cet aspect doit être pris en compte nativement dans les programmes d'armement, à plus forte raison dans le contexte de la numérisation croissante de l'environnement et des combats. En effet, comme l'ont rappelé nos collègues Becht et Gazillou, la numérisation des armées accroît mécaniquement leur surface d'exposition au risque cyber. Nous estimons tout d'abord essentiel d'inciter à la cybersolidarité au sein de la BITD. Celle-ci doit se matérialiser par un soutien plus prononcé des grands groupes à leur chaîne de sous-traitants. Il peut prendre la forme d'actions de sensibilisation, mais également d'un soutien technique et financier pour assurer la montée en gamme de l'ensemble de la chaîne de la BITD. Des négociations et des accords pourraient être conclus avec les groupements industriels. L'État aurait un rôle moteur, voire contraignant à jouer, dans les groupes et entreprises au sein desquels il détient des participations parfois majoritaires. Une manière plus contraignante de développer cette solidarité consisterait à établir la responsabilité du donneur d'ordre sur l'ensemble de sa chaîne de sous-traitants en matière cyber. S'agissant du financement de cette montée en gamme des sous-traitants, nous suggérons la constitution d'un fonds cyber. Il pourrait être alimenté par les contributions des acteurs de la BITD, mais également par une partie des recettes tirées des exportations d'armement réalisées par l'industrie française. Un taux de retour pourrait ainsi être déterminé chaque année en fonction des recettes réalisées l'année précédente. Il convient également d'établir et de mettre à jour régulièrement une cartographie fine des entreprises et compétences critiques au sein de la BITD. Cela permettrait d'une part
de les sécuriser de manière satisfaisante au niveau technologique et d'autre part de les sécuriser économiquement en les empêchant, si nécessaire, d'être pris en empêchant si nécessaire les prises de participation par des capitaux étrangers. Il convient donc de faire un usage raisonné mais assumé des dispositions prévues par le décret de 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable. Au-delà de la seule BITD, il pourrait même être envisagé de renforcer ce dispositif s'agissant de certaines entreprises du secteur de la sécurité des systèmes d'information. Naturellement, il est nécessaire de continuer à soutenir et investir dans l'élaboration de solutions tant défensives qu'offensives. Pour les premières, il faut notamment maintenir l'effort dans les domaines de la cryptographie et du chiffrement. C'est essentiel au regard des ruptures technologiques à venir. Nous pensons en particulier au calcul quantique et au développement de l'intelligence artificielle qui accéléreront et faciliteront les opérations de déchiffrement. Quant aux secondes, elles sont indispensables à plus d'un titre. Le cyberespace étant un espace de confrontation, nos armées doivent être capables d'y mener des actions comme dans les milieux traditionnels. Par ailleurs, la détention de capacités offensives produit un effet dissuasif à l'encontre de ceux qui chercheraient à agir contre la France, ses citoyens et ses intérêts. Enfin, les connaissances acquises à l'occasion du développement des solutions offensives permettent parallèlement d'améliorer les postures défensives. Sans que cela soit contradictoire avec ce qui précède, nous proposons d'améliorer la régulation de certains produits pour limiter la prolifération des technologies offensives et contrer les risques cybersystémiques. Cela suppose d'abord de mieux connaître les potentielles armes numériques. Une analyse fine et régulièrement mise à jour devrait permettre de déterminer les produits et technologies qu'il faudrait soumettre au régime encadrant les exportations ou transferts d'armements et de biens à double usage. Un autre levier de régulation consisterait à envisager, sur le modèle applicable à certains matériels de guerre, la prohibition de l'emploi et de la fabrication et du commerce de certains produits et logiciels. Seraient concernés ceux qui seraient considérés comme les plus dangereux, notamment ceux qui pourraient engendrer des risques et des dommages systémiques. Nous sommes conscients de la difficulté technique et juridique d'une telle initiative. Néanmoins, une analyse de la faisabilité d'une telle interdiction qui viserait les armes informatiques à effet massif pourrait utilement être entreprise en concertation avec nos partenaires européens et internationaux. Notre quatrième champ de préconisation vise à ajuster la ressource humaine cyber, compte tenu des besoins actuels et prévisibles. Le cyber est un domaine dual en pleine expansion et qui intéresse à la fois le secteur civil et le monde militaire. Le marché de l'emploi cyber est aujourd'hui extrêmement tendu, ce qui nécessite la mise en œuvre d'actions résolues afin de renforcer, d'attirer et de fidéliser la ressource humaine cyber, notamment au sein des autorités publiques qui en dépendent. La première mesure consiste à faire connaître les différents métiers et formations du cyber. D'après les informations qui nous ont été communiquées, le taux de remplissage des filières faisant l'objet d'un suivi n'est que de 76%, alors que les débouchés professionnels sont pour ainsi dire garantis. Des actions de communication ambitieuses pourraient donc être entreprises au niveau des établissements de l'enseignement secondaire, dès le lycée et supérieur. Une autre mesure est l'augmentation du nombre de places offertes dans les formations cyber. Les dernières études publiées estiment ainsi que notre pays accuse un déficit de 6 000 postes dans ce domaine. Nous jugeons également nécessaire de renforcer les moyens humains et budgétaires de l'ANSSI, au-delà de la question de son réseau territorial précédemment évoqué. Il est vrai que l'ANSSI a déjà bénéficié d'efforts substantiels dans un contexte de réduction tendancielle de la dépense et du nombre d'agents publics. Toutefois, il est évident que les besoins vont se renforcer à l'avenir et qu'il convient donc d'anticiper cette évolution. Il est intéressant de noter que l'agence allemande équivalent de l'ANSSI, le BSI, possède près de 55% de personnel en plus, avec 850 agents environ. Cette différence est sans rapport avec les écarts objectifs de population, la structure institutionnelle, la réalité socio-économique des deux pays ou encore le niveau de menace cyber à laquelle nos deux pays sont confrontés. Idéalement, l'ANSSI devrait disposer des moyens humains aussi équivalents à ceux du BCI. Cela permettrait de renforcer les capacités de réponse face à une crise majeure, d'accompagner efficacement l'ensemble des acteurs, de mener l'ensemble de ces missions sur un spectre qui aura été élargi par la LPM 2019-2025 et de constituer l'un des acteurs de premier plan au niveau européen et international. Au-delà de la seule question quantitative, les autorités publiques doivent adapter leurs méthodes de gestion des ressources humaines afin de fidéliser les personnels de cyber. Toutes les personnes auditionnées l'ont souligné.
Si l'État n'éprouve pas de difficultés particulières à recruter et continue d'attirer les talents, il lui est moins facile de les fidéliser, notamment au regard des niveaux de rémunération offerts par le secteur public. L'État ne sera probablement jamais en mesure de concurrencer les grandes entreprises dans ce domaine, mais il peut s'efforcer d'offrir des perspectives de carrière plus nombreuses et plus variées. Cela passe notamment par le fait de favoriser les passerelles entre les différents services concernés. Un tel rapprochement serait bénéfique au personnel, en favorisant la mobilité et les perspectives de carrière, et aux services eux-mêmes, en facilitant les échanges, la diffusion d'une culture et de bonnes pratiques communes, la proximité opérationnelle, la mutualisation des outils et des équipements. À cet égard, nous pensons qu'une politique intégrée pourrait être mise en œuvre en matière de ressources humaines et de formation entre les différents acteurs de la chaîne cyber. Nous préconisons ainsi d'étudier la création d'une école de cyberdéfense. Elle rassemblerait les capacités de formation et d'entraînement pour l'ensemble des métiers cyber et pour l'ensemble des services et ministères concernés au premier chef, voire pour l'ensemble des administrations gouvernementales. Cette école permettrait le développement d'une culture partagée et favoriserait par la suite les passerelles entre les différentes institutions, contribuant ainsi à la fidélisation des personnels. Il faut souligner que le Royaume-Uni s'est récemment engagé dans une voie similaire avec sa Defence Cyber School. Enfin, notre pays doit jouer un rôle moteur pour assurer les conditions de la cybersécurité collective au niveau international. La France doit développer son influence normative à l'international afin de promouvoir son modèle et ses valeurs et ainsi proposer des alternatives à des positions qu'elle ne partagerait pas. On peut penser au concept américain de légitime défense préventive, totalement étranger à la pensée française. On peut également évoquer le concept de hack-back. Celui-ci consiste à reconnaître à un acteur privé, victime d'une cyberattaque, le droit de se faire justice lui-même et de mener en représailles des actions cyberoffensives. Or, une telle reconnaissance pourrait prospérer si l'on n'y prend pas garde, au risque de déstabiliser encore davantage le cyberespace. Sans parler du fait qu'elle contreviendrait au monopole de l'exercice de la violence légitime par les États. Naturellement, il est important que la France continue de travailler dans les instances internationales à l'émergence d'un corpus juridique partagé. En effet, le meilleur rempart contre les cyberattaques les plus massives reste la construction d'un environnement juridique accepté par tous les acteurs du jeu international et qui s'accorderait sur le non-recours à certaines pratiques. Enfin, il faut continuer de promouvoir la coopération internationale en matière cyber. À cet égard, il semble nécessaire d'envisager la cyberdéfense de la même manière qu'a été envisagé le contre-terrorisme, à savoir par le partage des données et de l'analyse des menaces. Cela passe par la conclusion ou l'approfondissement d'alliances pour partager en temps réel ou quasi réel les caractéristiques des principales attaques. Dans le domaine cyber comme dans les autres, la coopération doit être conduite de manière lucide, sans naïveté, mais face à un phénomène global, la coopération entre États n'est pas une option, c'est une nécessité. Le cyber transcende les secteurs et les frontières spatiales. Nous sommes la preuve également qu'il transcende les frontières politiques, puisqu'une rapporteure de La République En Marche et un rapporteur de la France Insoumise ont réussi à élaborer un rapport consensuel, tant au niveau des constats que des préconisations. Telles sont les lignes directrices qui ressortent de nos travaux, et nous vous en remercions.